L'adoption internationale, parce qu'elle charrie des images d'enfants au regard perdu, de petits en attente de protection, évoque l'action humanitaire par excellence. Au-delà de ce cliché, l'adoption internationale participe au jeu diplomatique, tout comme l'économie, la culture ou la coopération. Elle constitue un levier symbolique puissant et méconnu qui mobilise les États, leurs politiques étrangères et intérieures. Exister sur l'échiquier mondial de l'adoption est une affaire d'images et de statistiques. Il y a les grands joueurs, les États qui envoient ou reçoivent beaucoup d'enfants, les bons joueurs, signataires des traités internationaux, et les mauvais joueurs qui ferment les yeux sur les trafics d'enfants ou utilisent l'adoption comme moyen de chantage. La géopolitique de l'adoption internationale raconte de manière subtile l'évolution des rapports de force, les alliances et les soubresauts de la planète. L'Italie est aujourd'hui le pays qui adopte le plus d'enfants à l'étranger après les États-Unis. Un objectif atteint avec un réseau d'une 60aine d'agences d'adoption dont l'ARAI, agence régionale du Piémont. L'adoption est un acte merveilleux. Une de mes amies qui était présidente de la Commission pour les adoptions internationales et qui est désormais présidente du tribunal pour les mineurs de Rome, disait que l'adoption internationale est un lieu où deux mondes se rencontrent pour fonder une famille. Je trouve que cela résume bien ce qu'est l'adoption internationale. Dans les années 50, seuls les États-Unis, la France, les pays scandinaves pratiquent l'adoption internationale. On les appelle pays d'accueil. Les enfants qui y sont adoptés viennent du pourtour méditerranéen et des pays où sont présentes des missions chrétiennes. Dans les années 70, c'est l'Asie qui est le continent qui confie le plus d'enfants à l'adoption internationale. Puis l'Amérique du Sud prend le relais dans les années 80. 10 ans plus tard, la désintégration de l'Union soviétique ramène l'Europe sur la carte des pays de départ. D'une poignée de pays d'origine dans l'après-guerre, on est passé à presque 100 aujourd'hui. De la même manière, quelques pays d'accueil dans les années 50 sont au nombre d'une trentaine aujourd'hui. C'est donc quasiment la planète entière qui est concernée par l'adoption internationale. Dirigée par un ambassadeur, la mission pour l'adoption internationale dépend du ministère des Affaires étrangères et pilote la diplomatie de la France en matière d'adoption. C'est elle qui veille au respect des traités internationaux et accrédite une trentaine d'agences françaises qui représentent les adoptants dans les pays d'origine. L'adoption internationale est quand même une question très sensible dans les pays d'origine, et ça on peut tout à fait le comprendre, parce que c'est vrai que pour eux, donner un enfant à l'international, c'est quelque part admettre un échec. La possibilité, comme pays souverain, d'être en capacité d'offrir à cet enfant une éducation et une prise en charge pérenne. Chaque pays d'accueil tente de démontrer au pays d'origine qu'il est le mieux à même d'accueillir les enfants proposés à l'adoption internationale. Donc cette compétition, elle passe par par l'image que reflète la société des pays d'accueil. Et les pays d'origine savent que ce n'est pas la même chose d'envoyer un enfant aux États-Unis, à l'Italie ou en France. Cet enfant sera élevé de façon différente. Chaque pays a des valeurs différentes. Alain Passerelle. À Moscou, la Douma, le Parlement russe, a voté tout à l'heure ce projet de loi qui interdit l'adoption d'enfants russes par des couples homosexuels ou bien par des célibataires qui vivent dans les pays qui ont légalisé le mariage pour les personnes de même sexe. Suivez son regard. Le texte vise notamment la France. Et puis à l'instant, la réaction de François Hollande. La Russie, dit le président français, doit comprendre l'évolution de nos sociétés si elle veut intégrer le concert des nations respectueuses de la démocratie et des droits de l'homme. Agence française de l'adoption, bonjour. L'Agence française de l'adoption est l'une des plus grosses agences d'adoption du monde. Exception française, c'est un organisme public placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Tout comme les agences privées, elle accompagne les adoptants dans leurs démarches.
Depuis sa création en 2005, elle a encadré l'adoption de plus de 3000 enfants et travaille avec une trentaine de pays. Après l'annonce du vote d'une loi sur l'adoption en Russie, excluant de fait les célibataires français, une réunion est convoquée en urgence. En Russie, la loi nouvelle, elle prévoit désormais l'interdiction de proposer des enfants aux couples de même sexe et l'interdiction de proposer des enfants aux célibataires, si j'ai bien compris, des pays dans lesquels le mariage des personnes de même sexe est admis. À ce jour, on a 116 personnes qui sont inscrites célibataires sur la liste d'attente, de liste de demande en attente Russie, dont 6 hommes. Alors, pour le moment, c'est un premier bilan chiffré, mais il est difficile de dire s'il y a des célibataires qui vivent en fait en couple ou pas. Mais surtout, nous avons 3 dossiers. Ce sont 3 femmes célibataires qui ont rencontré des enfants en mai dernier. Il y a déjà un enfant réel et ils ont investi, se sont investis pour préparer ce dossier. Et, On ne peut pas imaginer que sur le plan diplomatique, il puisse y avoir une intervention qui soit faite par notre ambassade. Personnellement, j'y crois pas trop parce que faire le forcing sur ce dossier pour les célibataires, ça compromettrait. Ça pourrait compromettre. Apparenté quand même. Oui, certes. Oui. Il y a déjà eu une rencontre. Oh, mais ça avait déjà été, en fait, si vous voulez, cette situation, elle a déjà été rencontrée par les Américains. Vous savez, lorsque donc, la loi Yakovlev avait été votée à la fin de l'année 2012, il y avait un nombre important de familles qui étaient déjà apparentées. Une quarantaine de familles. Voilà, une quarantaine de familles qui étaient apparentées avec des familles américaines. Et ça s'est arrêté. Malgré tout. Et les Américains ont quand même une puissance diplomatique importante et ils n'ont pas pu faire grand-chose. Il y a une volonté politique au plus haut niveau, puisque Poutine s'est exprimé clairement sur le sujet, quand il y a et la Douma et le Sénat qui se prononcent de manière unilatérale en faveur de l'adoption d'une loi. Bon. La restriction de l'adoption internationale comme marqueur d'une tension diplomatique est une méthode éprouvée. À la fin des années 70, Nicolae Ceausescu en Roumanie utilise l'adoption internationale pour obtenir des devises et rembourser la dette du pays. Le dictateur force les futurs parents à venir dépenser leur argent à Bucarest, mais refuse de signer les visas de sortie des enfants. À partir du moment où Mitterrand arrive au pouvoir en 1981 et qu'il établit un discours très critique de la France vis-à-vis de la Roumanie, eh bien, ces enfants roumains déjà apparentés, déjà promis à des familles françaises vont devenir effectivement un véritable enjeu diplomatique. Plus la France dénonce les atteintes aux droits de l'homme en Roumanie, plus Ceausescu ferme le robinet. Donc là, on est tout à fait dans un exemple où les enfants et l'adoption internationale se trouvent clairement être un enjeu de relations bilatérales et diplomatiques. Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde, secoué depuis des décennies par des catastrophes naturelles et une instabilité politique chronique. Dans ce contexte, les adoptions internationales se sont développées de manière fulgurante depuis les années 2000, à destination principalement des États-Unis, de la France, du Canada et de l'Allemagne. En Haïti, de nombreux intermédiaires vivent alors du business de l'adoption. Après le séisme, certains pays d'accueil veulent accélérer le processus d'adoption pour sauver les petites victimes. D'autres, au contraire, décident de ralentir des adoptions à l'éthique incertaine. Arrive une nouvelle équipe à la tête du bien-être social qui prend la décision, malgré l'hostilité générale, de suspendre les adoptions et de réformer tout le système. Avant le tremblement de terre, nous avions à peu près une centaine d'orphelinats en Haïti. Après le tremblement de terre, ça a été une prolifération des maisons d'enfants. Nous avons eu 700. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus d'enfants
à risque, beaucoup plus d'enfants abandonnés et vraiment qui étaient privés de parents. Donc c'est pour ça qu'à un moment, c'était vraiment une dérive, je dirais, parce que les enfants partaient en adoption, mais sans vraiment beaucoup de contrôle. Et quand je suis arrivée ici, j'avais des dossiers d'adoption à signer qui me préoccupaient beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de garanties. C'était très facile que de rentrer en Haïti et de venir choisir un enfant, de partir avec l'enfant. Et puis après le tremblement de terre, ça a accéléré encore. On peut dire que de 2003 à 2011, je dirais, il y a eu près de 12 000 enfants à partir en adoption. Catastrophes naturelles, guerres, famines ont nourri le flux de l'adoption internationale depuis les années 50. Les nations occidentales ont beaucoup porté secours aux enfants des nations du tiers-monde en les adoptant. Le lien entre développement de l'adoption internationale et guerre est très fort. C'est vraiment une donnée fondamentale du développement de l'adoption internationale. Et donc, quand, dans les années 50, les Américains vont intervenir dans la guerre de Corée, 1950-1953, on va trouver beaucoup de soldats américains, des femmes coréennes, donc des enfants qui vont naître. Et ces enfants-là sont mal accueillis par la société coréenne. Et toute une prise de conscience de la part de certains militaires américains, en particulier des pasteurs de l'armée américaine, pasteur Harry Holt en particulier, qui va s'intéresser au sort de ces enfants-là et va donner naissance à une organisation, le Holt Adoption Program, qui va organiser un flux, alors là, qui va être un flux très important, d'adoption d'enfants sud-coréens avec du sang américain vers les États-Unis. Et là, au niveau international et en termes de chiffres, on a là le premier grand mouvement d'adoption internationale véritablement organisé. Once again, an orphan airlift touches down at Portland, bringing a group of 24 Korean-American war waifs for adoption into American homes. The man responsible for these heartwarming scenes is Harry Holt of Presswell, Oregon. His third trip from Korea brings the total to 76. On his first trip last year, he brought 8 youngsters which he and Mrs. Holt themselves adopted. Après le lien entre guerre et adoption internationale, il y en a un autre qui est très important, c'est le lien entre humanitaire et adoption internationale. C'est ce qui fait que pendant la guerre du Vietnam, des humanitaires partent à l'aventure dans le Vietnam en guerre pour ramener un enfant, pour sauver un enfant. Il y a une dimension humanitaire, il y a aussi une dimension politique. Quand le président Gerald Ford organise l'opération Baby Lift, c'est-à-dire la volonté de l'État américain de sauver 2000 enfants vietnamiens de l'arrivée des communistes. Et ce Baby Lift, qui va être un véritable pont aérien pendant tout le mois d'avril 1975, eh bien, clairement, il a une dimension politique, diplomatique, voire idéologique. Qu'est-ce que sauver un enfant dans les années 1970 ? Edmond Kayser, qui avait créé l'association Terre des Hommes, disait que l'adoption, c'était un moyen définitif de sauver un enfant. Et donc, cette adoption, elle devait être conçue comme, finalement, une action humanitaire, si ce n'est l'action humanitaire par excellence pour sauver les enfants. Il est cruel de l'enlever à son papa. Il est meilleur de la ramener à la vie. Vous voyez, elle n'est pas mourante, mais il ne faudrait pas beaucoup de jours pour qu'elle le devienne. Mais elle peut encore être rattrapée, alors il faut tout tenter pour la rattraper. Voilà. C'est du beau boulot. À partir du moment, c'est ce qui se passait avant, qu'il y avait une demande d'adoption, il y avait comme un système de, moi j'appelle ça des courtiers, qui allaient dans certains départements, dans des zones, et demandaient même aux parents, vous pouvez nous confier vos enfants, et on s'occupe d'eux, ne vous inquiétez pas. Donc c'est parce que la demande était assez grande. Et l'une des plus grandes dérives dans l'adoption internationale était aussi que l'enfant était utilisé comme un jeu commercial. Ça veut dire que l'adoption coûtait trop cher. Une adoption pouvait coûter 30 000, 40 000 $, et c'est beaucoup. Quand vous arrivez à réaliser de l'argent
comme ça, je crois qu'on se préoccupe beaucoup moins de l'intérêt de l'enfant, parce que l'intérêt, c'est-à-dire l'argent que vous allez réaliser, c'est tellement rentable que vraiment il y avait trop de dérives. Quand j'ai eu à fermer, ça a été un peu difficile parce qu'il y avait plein de dossiers. Donc il y a eu une pression. Mais quand même, je dois dire que j'apprécie parce que les pays qui font le plus d'adoption, c'est les États-Unis, la France, le Canada, l'Allemagne. Ils comprennent. J'ai demandé aux autorités centrales des pays d'accueil et aux ambassades de ne pas envoyer plus qu'une adoption par mois, ce qui a été respecté. Aujourd'hui, ce sont les pays de départ qui ont la main sur l'adoption internationale. Un pays de départ, aujourd'hui, il choisit où il va envoyer ses enfants. Dans quelles conditions il va les envoyer. Plutôt vers la France, plutôt vers l'Italie, plutôt vers les États-Unis. Pourquoi? En fonction des relations qu'il va avoir avec ces pays-là. En fonction aussi de son opinion publique, qui préfère voir partir ses enfants vers tel pays plutôt que vers tel autre. En fonction de données diplomatiques, de données géopolitiques. Quelles sont les relations économiques ou culturelles qu'on a avec tel ou tel pays. Désormais, les pays d'origine posent leurs conditions. Certains fixent des quotas de dossiers acceptés par année et par pays, d'autres établissent d'interminables listes d'attente. Lors du rendez-vous d'orientation, première étape du long processus d'adoption, les souhaits et les rêves des candidats rencontrent la rude réalité du monde de l'adoption. Agence française de l'adoption, bonjour. Ça peut être l'Asie, ça peut être l'Afrique, ça peut être l'Amérique du Sud. Pour l'Asie, nous on travaille donc avec les Philippines, qui est donc un pays à quota, la Thaïlande, pays à quota aussi, donc vous avez candidaté de toute façon cette année, le Vietnam. Oui. Et qui est donc un pays où vous êtes inscrit sur la liste d'attente, et la Chine. Maintenant, et le Cambodge aussi, effectivement. Alors le Cambodge, il y a un moratoire depuis 2008, on n'a pas plus d'informations, c'est toujours bloqué jusqu'aujourd'hui. Maintenant, la Chine, où là, il faut avoir 30 000 $ de revenus annuels, 10 000 $ supplémentaires pour l'enfant. Donc vous avez déjà un enfant, c'est 40 000 $, plus l'enfant que vous souhaitez accueillir, donc ça fait 50 000 $. Il faut avoir un patrimoine de 100 000 $, être en bonne santé physique et mentale, évidemment, avoir au minimum un niveau bac, enfin, ce sont des critères assez stricts. Mais pour la Chine, il faut savoir qu'il y a des délais d'attente, enfin les délais d'attente sont de minimum 7 ans. Oui, oui. 7 ans. Donc à vous de voir, est-ce que vous souhaitez vraiment vous orienter vers ce... Je ne sais pas où en sera notre projet dans 7 ans. Oui. Les candidats à l'adoption, les postulants, vont vers les pays qui offrent des enfants. Donc la question du choix, finalement, elle est réduite à sa portion congrue. Des pays s'ouvrent, on se rue dessus, souvent trop et trop vite, donc ils se ferment, et on va vers un autre pays ensuite. Donc il y a ce mouvement qui est important, qui est plus un mouvement, j'allais dire, de recherche de résultats, plutôt que d'envie, finalement, d'avoir plutôt un petit enfant africain ou un petit enfant asiatique. Pour l'Amérique latine, alors pour la Colombie, je pense que vous avez pu le remarquer aussi sur le site que c'est assez fermé. Oui. Donc voilà, aujourd'hui on n'accepte pas de pré-dossier non plus, sauf pour des projets qui portent sur un enfant de plus de 7 ans. C'est un pays qui recherche jusqu'au 6e degré des liens de famille. C'est pour ça que ça prend énormément de temps, donc les délais qui sont vraiment, vraiment très très longs sur le pays. Il y a le Chili, où là, en revanche, il pourrait, je dis bien, avoir des possibilités, parce que oui, vous êtes sur un enfant ou une fratrie, donc c'est un pays où il y a pas mal de fratries, effectivement, de propositions sur les fratries. En revanche, voilà, le Chili aussi, c'est pareil, il faut que le projet porte sur un enfant de
de 7 ans, voire 8 ans. On va dire que les délais pour ce pays sont de, on va dire, 2 ans. En revanche, est-ce que vous parlez espagnol? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Non. J'ai pris allemand en deuxième âge. À mon grand Monsieur regret, d'ailleurs. Monsieur non plus ne parle pas espagnol. Non. C'est un pays par contre où voilà, ils exigent que les familles parlent espagnol. Bon, on a 2 ans pour l'apprendre. Après, c'est vrai qu'il y a des familles qui s'y mettent, s'y mettent. En réponse aux abus et trafics qui ont secoué l'adoption internationale dans la décennie 80-90, pays d'origine et pays d'accueil, chacun de leur côté, ont exigé une régulation. Après de longues négociations, les deux parties finissent par signer en 1993 le texte qui désormais fait référence, la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. La Convention n'a pas été créée ni pour empêcher ni pour promouvoir, justement pour encadrer les adoptions qui sont nécessaires. Donc les adoptions qui sont faites pour l'intérêt supérieur de l'enfant de la façon adéquate et en suivant une procédure légale et établie. Et ces enfants-là vont être adoptés par des parents qui ont eu un agrément et qui ont vraiment été encadrés. Donc l'idée, c'est pas de augmenter ou descendre le nombre d'adoptions, mais de faire les adoptions dont les enfants ont besoin de façon éthique et légale. La Convention de la Haye en soi établit seulement des normes de base. Donc c'est vraiment à chaque pays à décider comment mettre en œuvre la Convention. Donc la Convention dit par exemple la mère biologique peut seulement consentir après la naissance de l'enfant. Mais elle ne dit pas si c'est 1 heure après, 10 jours après, 3 mois après. Donc c'est à chaque pays de mettre des garanties. La Convention de la Haye prévoit l'instauration d'une autorité centrale, garante dans chaque pays d'origine de l'adoptabilité des enfants et dans chaque pays d'accueil de l'agrément à adopter des futurs parents. La Convention stipule que l'adoption internationale est un dernier recours quand toutes les autres mesures de protection de l'enfant sont échouées. Elle a été signée au fil des années par les principaux pays d'accueil, l'Espagne, le Canada, la France en pionnier, plus tardivement par les États-Unis, réticents comme toujours à se voir liés par des traités internationaux. Elle a été ratifiée également par de grands pays d'origine, très vite par les Philippines et la Colombie, et plus récemment par la Chine, le Vietnam, Haïti. 96 pays sont aujourd'hui signataires de la Convention de la Haye et bénéficient de ce fait sur la scène internationale d'un certificat de respectabilité en matière de protection de l'enfance. Je crois que beaucoup de pays sont entrés aussi dans cette réforme de Convention de la Haye, où il y avait beaucoup de principes. Parce que quand les gens disent que c'est difficile, c'est pas difficile, ni ça n'entrave pas. Sauf qu'il y a beaucoup plus de principes. Il y a beaucoup plus de garanties, il y a beaucoup plus de surveillance. Quand on me dit que c'est une entrave, non. Pourquoi ça devrait être une entrave? Puisqu'on vous demande seulement d'avoir un agrément pour adopter. Et vous laissez aussi le pays d'origine avoir le consentement des parents biologiques dans l'autorité centrale. Moi, je dis toujours, c'est une mesure de protection. L'enfant qui trouve une famille, l'enfant qui trouve des parents pour l'aimer qui n'en avaient pas, pourquoi il faut le priver de ça? Du tout. Mais l'acceptation et la mise en place des nouvelles règles peinent souvent à se faire, y compris dans des orphelinats modèles comme à la Maison des Anges. C'est le bien-être qui va tout faire, qui va faire les apparentements, tout et tout. Mais je ne pense pas que ce sera possible pour Haïti. Ça va être trop difficile parce que les gens ne sont pas encore habitués à ça. Ça va prendre un petit peu de temps pour que... Parce qu'il y a une chose, les parents m'apportent les enfants parce qu'ils me font confiance. Ils croient que c'est moi qui dois donner un parent à son enfant. Le 12 octobre 1492, Colomb et ses compagnons débarquèrent dans ce petit... Haïti a ratifié la Convention de la Haye et réouvert les adoptions en 2013. Les procédures sont modifiées dans les moindres détails. Les garanties contre la falsification des documents sont multipliées.
D'accord, vous avez un agrément? La correspondante en Haïti de l'Agence française de l'adoption explique aux futurs parents les nouvelles exigences du pays à mesure qu'elles apparaissent. Je reçois le dossier de Paris. Je dois surlégaliser le dossier que j'ai reçu. Ça me prend environ 2 semaines. J'achète les thèmes à la Direction générale des impôts. Je récupère, je vais au parquet légaliser. Ensuite, je vais au ministère de la Justice et je vais aux affaires étrangères. Les affaires étrangères, je légalise encore. Je récupère ce dossier, je vais déposer ce dossier à l'IBSR. Je passe une journée parce qu'on doit vérifier chaque tampon, chaque dossier, ça doit être classé correctement. Maintenant, ça peut évoluer, mais maintenant, je peux leur indiquer, j'aimerais que ça soit telle crèche, telle crèche, telle crèche. Je ne peux pas dire, je veux que ce dossier soit, je veux un enfant de telle crèche. Je ne suis pas autorisée à le faire. Conséquence directe de la ratification de la haie par de grands pays d'origine, des suspensions ou ralentissements des adoptions pendant des mois, le temps de mettre les procédures en conformité avec les nouvelles règles et une chute spectaculaire du nombre total d'adoptions dans le monde. Il y en a eu 3 fois moins en 2013 qu'en 2003. Leur nombre est passé de 44 000 à 15 000 et est retombé à son niveau de 1980. Tous les pays d'accueil sont touchés par cette baisse. Au minimum 17% d'adoptions en moins en Italie, au maximum 80% en moins en Norvège, 67% de baisse en France, 44% en Allemagne. La Chine et la Russie sont depuis 2004 les principaux pays d'origine des enfants adoptés dans le monde. Mais la Chine, qui a ratifié la haie en 2005, et la Russie, qui met en place des traités bilatéraux inspirés des principes de la haie, confient de moins en moins d'enfants à l'étranger. Les adoptions internationales dans ces pays ont baissé des 3/4. La réforme est qu'on aurait l'opportunité de rencontrer les parents biologiques, ce que nous ne faisions pas avant, parce qu'avant, c'était au niveau des crèches qu'on prenait le consentement, ou avec le mandataire qui s'occupait du dossier. Donc, maintenant, nous avons une formation de mois pour ces parents. Et ces parents viennent au bien-être social, ils sont dûment informés de ce que c'est l'adoption. À partir du moment que vous signez une adoption, vous perdez les liens normalement, malgré qu'on ne perd jamais. Moi, je dis de sang, on ne perd jamais. Mais je parle du nom de l'enfant et tout ça, parce que la plénière, c'est la rupture avec les parents biologiques. Mais je vous affirme que quand on explique ça à un parent, qu'il comprend ce que c'est la plénière, c'est une façon d'essayer de le faire comprendre qu'il doit garder son enfant. Et que d'ailleurs, le meilleur environnement pour un enfant, c'est de vivre avec ses parents quand ils en ont. Donc ça veut dire que le parent biologique en Haïti aussi sait, quand il signe, qu'il est dûment informé, il connaît les conséquences d'une adoption, donc il peut réfléchir. L'idée de confier un enfant, parce qu'on n'a pas les possibilités de s'en occuper, de le confier à un tiers, à un proche, à la famille, bien sûr, pour une durée plus ou moins longue, ok. Mais l'enfant reste l'enfant de ses parents. À aucun moment, il y a un changement dans la parentalité de l'enfant, autant d'un point de vue légal, voire même d'un point de vue social. Et cette absence de tradition de l'adoption est aussi la source de difficultés, voire d'abus, puisqu'il est évidemment très difficile de s'assurer qu'une mère qui vit quelque part dans les montagnes du Népal et qui ne connaît pas cette idée de l'adoption, comment est-ce qu'elle peut consentir valablement à un acte qui lui est étranger. « 70% des enfants en institution en Haïti ne sont pas des orphelins. Ils ont été confiés par leurs parents biologiques en attendant des jours meilleurs. Gladys Maximilien, la directrice de la Maison des Anges, incite ses pères et mères à rendre visite à leurs enfants une fois par mois. Ça, c'est Nadège, Noël. C'est la maman de Linda. Elle nous a emmené Linda, très malade. Elle était vraiment en mauvais état, elle-même aussi. Et
Elle a d'autres enfants, elle a tout. Linda était le bébé de la maison, elle ne savait quoi faire. Elle est venue ici, elle nous a demandé si on pouvait bien prendre Linda. Et elle a fait ça avec son plein consentement, elle a été très contente. Ce matin encore, elle me disait merci, parce qu'elle a vu comme Linda. Et elle-même, elle s'est reprise aussi, elle est redevenue à l'état normal, une personne normale, elle a recommencé à travailler, elle aide les enfants. Pour lui, Franck Lizer, le père de Vania, lui, la maman de Vania est morte. Quand la maman de Vania est morte, il est pris au dépourvu, il avait 2 enfants. Il y a un parent, une tante qui a pris le garçon et la fille est restée avec lui. Il m'a emmené la fille. Et on est en processus, tu vois. Linda a fini avec le processus, mais elle est en processus. Il a été au bien-être la première fois, il va retourner au bien-être la deuxième fois. Je pense que ça va aller. C'est parce que la maman, parce que lui, il adore sa fille. Il adore sa fille et la fille est très attachée. On voit qu'il y avait quelque chose de très fort en tout. Mais il a préféré faire ça pour l'enfant parce qu'il ne peut vraiment pas, il ne sait pas comment s'organiser avec l'enfant. Okay. S'ils veulent faire adopter leur enfant, ces parents devront assister à une formation organisée par l'autorité centrale haïtienne. Psychologues et juristes y insistent sur le caractère irréversible de cette démarche et tentent d'obtenir des parents soit qu'ils renoncent à l'adoption, soit qu'ils donnent un consentement véritablement éclairé. Moi, c'est psychologue, moi, je voulais protéger les petits. Je dis, je chante et je passer par l'autre. Moi, c'est tout berger Marie-Noël. Moi, je voulais protéger les petits points, je décider de recettes. Et l'adoption, on voulait protéger petit point jusqu'à la fin. Moi, je voulais protéger petit point. C'est ça que je fais. C'est maman aussi, Jean-Jacques. Nous, c'est Emilia Bonaparte. Moi, je voulais protéger petit point à l'adoption. L'objectif là, nous présenter, nous voulons protéger les petites. C'était ça l'objectif. Donc, on ne va pas connaître si c'est dans l'adoption, on va le protéger, ou si c'est dans l'autre. Mais l'objectif, c'est moi, je veux protéger les petites. Pas de l'argent, pauvre, ou bien mauvais la vie, misère, pas un motif pour un monde bail petit tout en adoption. Il y a l'autre circonstance qui a poussé ou fait ça, mais le wa fait là tout c'est avec cœur. Ça veut dire c'est faut que ouais, c'est dans intérêt supérieur ti moun nan vraiment. Ça veut dire si ou faut que ta ouais, si ou pas fait ça vraiment m'a perdu petit moyen. Qu'on y en a parlé de adoption plénière. Dans l'adoption plénière, là, tout lien est coupé entre parents ensemble avec ti moun. Toute adoption internationale, c'est plénière. Pour une adoption plénière faite, il faut que parents d'abord les consentent à renoncer à l'autorité parentale. Là. Mais depuis cette adoption plénière internationale, il faut qu'on renonce d'abord, ensuite, pour les capables de faire. Est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'on pas gagner comme si il y a une communication de temps en temps là où tu as besoin? Malheureusement, non. Depuis cette adoption plénière, pas de contact, pas d'échange, pas de rien. On pas de adresse, ou pas de adresse, ou pas de numéro de téléphone, ou pas de nom, ou pas de contact Facebook, ou pas de contact. Puis rien du tout parce que si mon a besoin d'intégrer dans la nouvelle famille que il y a pour lui pas perdu, pour lui aller retour, pour lui soit en Espagne et puis l'esprit à vivre en Haïti. Chaque matin on relève l'environnement, même son jour et adoption pas facile. Son jour pas parler, mais faut pas oublier. Ça va faire là, c'est pour intérêt supérieur du monde.
Pour certaines associations d'adoptants, les procédures de la Convention de La Haye sont trop bureaucratiques et trop protectrices des droits des parents biologiques. Elisabeth Barthollet, mère adoptive de 2 enfants d'origine péruvienne et professeure de droit à Harvard, ne cesse de dénoncer ce qu'elle juge être des entraves à l'adoption internationale. La Convention de La Haye aurait dû être un grand pas en avant pour l'adoption internationale. Mais malheureusement, la Convention est aux mains des bureaucrates de La Haye. Par exemple, si l'on regarde la situation en Amérique centrale et en Amérique du Sud, il y avait des dizaines de milliers d'enfants qui quittaient ces pays pauvres pour venir aux États-Unis et dans différents pays européens. Sinon, ils étaient condamnés à vivre en institution. Leur problème, ce n'est pas que quelqu'un allait se précipiter sur eux pour les arracher de manière injuste à leurs parents biologiques pour les confier à un couple horrible qui allait les maltraiter. Non. Leur problème, c'est qu'ils vont croupir dans des institutions. L'Afrique est arrivée récemment sur l'échiquier de l'adoption internationale. Peu de pays pratiquent l'adoption, encore moins sont signataires de la Convention de La Haye. Le Burkina Faso était le premier pays du continent à ratifier la Convention en 1996 et fait figure de bon élève, notamment dans sa promotion de l'adoption nationale. En visite à Ouagadougou, la directrice de l'Agence française de l'adoption plaide sa cause devant le ministre de l'Action sociale. Appuyée par l'ambassadeur de France, la délégation doit se positionner face à la concurrence d'autres pays. Ici, la France, ancienne puissance coloniale, est loin d'être en terrain conquis. L'Italie, par exemple, réalise 3 fois plus d'adoptions qu'elle. Monsieur le ministre, merci de nous consacrer un moment pour présenter l'Agence française de l'adoption. Alors, je suis Béatrice Biondi, je suis magistrat et j'ai été mise à disposition de l'Agence française de l'adoption pour la diriger. Alors, l'Agence française de l'adoption, c'est un organisme public, c'est un service public qui joue le rôle d'intermédiaire en matière d'adoption internationale. Et depuis 2009, j'ai essayé de faire en sorte que des actions très importantes de préparation des familles soient faites, qui soient, je dirais, spécifiques à l'adoption d'enfants d'Afrique, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Donc c'est une partie très importante de notre activité. Ce que je retiens, c'est que bon, le caractère étatique national de l'agence, c'est très essentiel. Parce que la question de l'enfant, la question de la famille, on ne peut pas laisser ça à des privés comme ça. Et là, c'est une vision juste de politique et de législatif au niveau de l'État français. Le Burkina, c'est exactement pratiquement la même chose. En ce qui concerne le Burkina, nous sommes heureux parce que le constat, c'est que les adoptions nationales par rapport aux adoptions internationales, je ne dis pas que c'est le jour et la nuit, mais en tout cas, ce qui s'est fait avec les partenaires internationaux, c'est de loin plus important. En ce qui nous concerne, nous sommes très heureux de la coopération qu'il y a entre vous et nous. Nous souhaitons que cela se poursuive, que ça s'améliore, que ça se renforce même. Et nous sommes prêts en tout cas à aller avec vous pour voir quels sont les domaines qu'il faut encore prospecter. On a d'autres relations, c'est vrai. Je peux dire en passant que moi j'étais en Italie, j'ai fait à peu près 1 semaine, ils m'ont invité. C'est un mouvement privé. Ils m'ont invité. Bon, on a hésité, parce que c'est du privé, mais là, le gouvernement a dit non, il faut aller quand même, c'est pas un problème. En tout cas, courage à vous, courage à nous, parce que ce n'est pas facile. C'est une question qui est toujours là. Vous avez en tête le nombre d'enfants adoptés à l'international? Le chiffre? Oui. Oui. 74. 74, voilà. Mais au niveau national, je crois que c'était autour de 50 et quelques. Voilà. C'est ça. Moi, vous êtes encore devant. On va vous rattraper, ne vous en faites pas. On vient. Lorsque des pays qui étaient autrefois des pays d'origine importants, comme le Brésil, l'Inde, le Vietnam, c'est le cas aussi du Chili ou de la Colombie, développent l'adoption nationale, on ne peut que s'en féliciter. C'est peut-être difficile à admettre pour les très nombreux candidats français à l'adoption nationale. Et il y a peut-être 10 candidats pour un enfant disponible.
pour l'adoption internationale, mais bon, on ne peut que s'en féliciter. C'est une évolution très très souhaitable qu'il faut encourager. Et c'est une évolution qui s'explique à la fois parce que ces pays ont mis en place des politiques volontaristes de prise en charge des enfants et de promotion de l'adoption nationale. Bon, vous étiez au Burkina il y a peu, vous l'avez peut-être vu. Il y a aussi, je crois, les pays émergents ont vu le développement de classes moyennes, éduquées, urbaines, donc qui sont en situation d'adopter des enfants. Il y a eu aussi des changements culturels. Dans beaucoup de pays, l'adoption était, jusqu'à un passé récent, quelque chose d'un peu tabou. C'était le cas en Inde, par exemple. Et en peu de temps, ces pays ont fait sur eux-mêmes un travail important et la société est beaucoup plus ouverte à l'adoption. Sur les 74 adoptions internationales réalisées au Burkina Faso en 2013, 36 l'ont été avec l'Italie, 12 avec la France, 11 avec le Danemark, 6 avec l'Allemagne. Bonjour. C'est comment? Ça va? Fadim. Il est dit Fadim. Bonjour. Bienvenue. Comment a été votre première rencontre avec votre fils? Molto emozionante. Beaucoup d'emozione. Sì. Molto di più che un parto naturale, perché in pratica vedi già un bambino che ti guarda negli occhi e ti parla. C'est un enfant il parle bien, ça a été avec beaucoup d'émotion. Sì, poi ti chiama papà, dopo un'ora è già tuo figlio. Papà e mamma, ci ha chiamato subito papà e mamma. Voilà, et il les a appelés immédiatement papa, maman. Voilà. Donc on va vous donner notre livre que vous allez... Livre d'or. Livre d'or, guarda. La couverture. Mais l'intérieur est d'or. Voilà, ça c'est votre page. Vous mettez votre mot, vous mettez, ils ont prévu la photo. Voici vous mettez la photo. Voilà. Così? Come ha fatto papà? Questo già fatto papà. Attento, il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Attento, La manière dont les pays pratiquent l'adoption projette sur la scène internationale une image marquante des pays d'accueil comme des pays d'origine. Ces derniers sont toujours soucieux de ne pas apparaître comme abandonnant leurs enfants. La Corée du Nord a accusé la Corée du Sud de vendre ses enfants. D'être tombé dans un système capitaliste, évidemment, d'être tombé dans une faillite morale de l'ensemble de sa société, etc. Et la preuve de la faillite du système capitaliste sud-coréen imposé par les Américains, c'est que la Corée du Sud était incapable de prendre en charge ses enfants. Et ça a eu une importance parce que dans les années 80, quand la Corée du Sud devient un de ces fameux dragons d'Asie du Sud-Est et accède à un certain niveau de développement, l'opinion publique sud-coréenne, va s'emparer aussi de cette question. Et quand la Corée du Sud est en train de préparer les Jeux Olympiques de 1988, il y a tout un discours, à la fois en Corée du Nord, ils sont en train de préparer les Jeux Olympiques, de dépenser des milliards, mais ils sont incapables de s'occuper de leurs enfants, qui rejaillit sur l'opinion publique sud-coréenne, qui dit « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et à partir de ce moment-là, il y a un peu un tournant, c'est-à-dire que la Corée du Sud va, en tant qu'État, davantage s'impliquer dans la prise en charge de ces enfants-là.
La Chine est un autre exemple. Il me semble que la Chine veut qu'on la regarde comme un leader mondial. Et elle a trouvé gênant d'avoir autant de ces petites filles adoptées par des parents américains. Un grand nombre d'enfants, surtout des filles, étaient adoptés dans les orphelinats. Et ils ont coupé court en disant « On peut s'occuper de nos propres enfants ». Ils ont aussi durci les conditions pour les parents adoptifs, en excluant les obèses et les célibataires, par exemple. Donc, on a cette belle déclaration. On peut s'occuper de nos enfants. Que ce soit vrai, c'est autre chose. Il y a aussi un véritable enjeu interne. C'est-à-dire qu'à chaque élection nationale française, la question de l'attitude des autorités françaises, des administrations, de l'État, sur la question de l'adoption internationale revient à chaque élection. Ça veut dire qu'il y a en France, et ça c'est une donnée importante de la question, il y a en France, bon an, mal an, 20 000 ou 25 000 personnes ou couples qui ont un agrément valide. Mettons 25 000 personnes. Beaucoup sont des couples, mettons 40 000 personnes. 40 000 personnes qui ont des frères, des sœurs, des parents, qui se sentent aussi concernés par tout ça. Ce qui fait qu'on arrive peut-être à 150 000 ou 200 000 personnes qui sont chaque année directement concernées par la question de l'adoption internationale et du fait que c'est compliqué pour des gens qui ont un agrément d'obtenir un enfant, d'avoir un enfant, d'adopter un enfant. Je pense que ce qui importe à la politique américaine, c'est d'être bien vu. Malheureusement, le gouvernement ne voit pas un grand intérêt à défendre les droits des orphelins à l'étranger. Nous pensons d'abord à notre réputation. Si l'UNICEF ou un dirigeant d'un pays d'origine nous dit « Vous exploitez ces pays pauvres, vous violez les droits des enfants », la chose la plus facile pour le gouvernement américain, c'est de dire « D'accord, gardez les enfants en institution, nous ne ferons rien ». C'est facile de laisser tomber les enfants. C'est une autre histoire quand il y a du pétrole à la clé. Pour du pétrole ou des profits, on se bat, pas pour les droits des enfants sans parents. Partout dans le monde, les adoptants nationaux souhaitent des nourrissons en bonne santé. À mesure que l'adoption nationale se développe, les enfants proposés à l'adoption internationale sont donc de plus en plus souvent ceux qui restent, c'est-à-dire des enfants à besoins spécifiques, âgés de plus de 5 ans, ou des fratries, ou des enfants handicapés. Pour les pays d'origine, qui n'ont souvent pas les moyens de soigner de lourdes pathologies, l'adoption internationale offre clairement une chance à ces enfants promis sinon à de longues années en institution. C'est un enfant à besoins spécifiques. On est convaincu que s'il est bien accompagné, bien suivi, il pourra développer des choses. Mais ces enfants ont encore plus besoin de famille. Merci. Ils ne voient pas beaucoup, ils n'entendent pas. Ah oui, hein? Mais je peux dire que le premier moment, le premier instant, c'était bien. Il est allé directement à sa maman. Il a dormi dans leur chambre. Oui, le premier jour. Il dort bien, il mange bien. Il mange beaucoup. Voilà. Il a commencé à parler un peu, oui, comme bla 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 bla. Oui. Madame a dû vous dire, nous avons un livre d'or ici que nous faisons signer par tous les parents. Je crois que vous avez préparé la photo pour nous. Okay. Voilà votre page. C'est écrit, merci de nous avoir accueillis et de nous avoir donné l'opportunité d'adopter le petit Aruna. On est infiniment reconnaissant envers le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale et merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir accepté d'offrir une famille au petit Aruna qui en a vraiment, vraiment besoin. Moi, j'ai cette pommade-là
Ça, c'est pour les cheveux de Haruna. Parce que souvent, les petits noirs et puis les petits blancs n'ont pas le même type de cheveux. Donc, on paye facilement. Donc, si ça pousse, vous mettez un peu dessus. Merci beaucoup. Merci. Depuis peu, certains pays d'origine pratiquent le flux inversé. Au lieu que les agences des pays d'accueil envoient une demande à l'étranger, ce sont elles qui reçoivent une proposition d'enfant handicapé, atteint par exemple d'une fente labiopalatine, c'est-à-dire d'un bec de lièvre. Charge à elles de trouver une famille qui accepte cet enfant. Le médecin de l'Agence française de l'adoption a établi un questionnaire permettant d'identifier les handicaps physiques ou mentaux que les familles seraient prêtes à accepter. Elle précise avec les candidats les implications de telle ou telle pathologie. Alors, vous avez mis non pour un enfant né d'une mère séropositive, toxicomane ou prostituée. D'accord. En fait, on a mis non par rapport à l'incidence en fait, de la prise de drogue sur le développement de l'enfant. En fait. Alors justement, une maman qui prend des psychotropes, c'est-à-dire qui est toxicomane, cette prise de psychotropes n'a pas d'influence sur le développement du système nerveux de l'enfant. La seule chose qu'il puisse se passer chez cet enfant au moment de la naissance, c'est qu'il fasse un syndrome de sevrage. Et ça justifie donc une hospitalisation le temps que le syndrome de sevrage passe. Oui, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, ça se change en oui pour nous. Hein. D'accord. C'est pour ça que je le précise, parce que c'est pas facile de comprendre cette notion. Et je préfère préciser... Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendu. Alors, vous étiez en réflexion sur les fentes labio-maxillopalatines. Voilà. Généralement, les enfants sont déjà opérés parce que le premier temps opératoire se déroule dans les 18 premiers mois de la vie. Hein. Là, il y a un premier temps opératoire. Ensuite, donc, les enfants, en gros, on leur fiche la paix jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Là, on voit s'ils ont des problèmes pour s'exprimer. À ce moment-là, on peut proposer un temps chirurgical. Vers l'âge de 10 ans, on voit si l'enfant a besoin d'avoir une greffe au niveau de l'arcade dentaire, une greffe osseuse. Et après, ce sont plus, à l'âge adulte, des traitements des séquelles. Donc, en fait, ce qu'il faut garder en tête pour les fentes, c'est que ce n'est pas une prise en charge très lourde. D'accord, écoutez... Vous voulez réfléchir? J'ai d'autres choses à demander, je ne sais pas trop... Alors, vous réfléchissez? Pour les fentes de la biopalatine, on va réfléchir encore un petit peu. D'accord. Et puis, vous revenez vers moi quand vous voulez et à ce moment-là, j'intégrerai dans la base de données l'évolution de votre projet. Il n'y a pas de souci. Le délai avant une proposition d'enfants jeunes et en bonne santé en Chine est passé en quelques années de 3 à 8 ans. Pour éventuellement raccourcir ce temps, les autorités proposent en ligne des enfants à besoins spécifiques en attente de famille. Les autorités chinoises publient les dossiers des enfants sur une base de données informatique qui est consultable par tous les opérateurs. Et en fait, tous les dossiers des enfants sont mis en ligne périodiquement, une fois par mois. Ils sont tous classifiés selon des catégories de problèmes ou de pathologies, comme les maladies ophtalmologiques, les fentes labiopalatines, les maladies cardiaques, les retards de développement, l'autisme, etc. Et le principe fondamental de cette base de données, c'est que les opérateurs se connectent, recherchent des enfants correspondant au profil de ce que leur famille accepte, pour ensuite proposer une famille aux autorités chinoises pour chacun de ces enfants. Néanmoins, la difficulté dans tout ça, c'est que l'idée de concurrence entre les différents opérateurs est très présente. Et en fait, c'est un peu le principe du premier arrivé, premier servi. Et donc, quand les Chinois mettent en ligne des dossiers d'enfants, tous les opérateurs sont en ligne et tout le monde s'arrache les dossiers des enfants forcément ayant des particularités les plus légères parce que c'est le type d'enfant qu'on peut facilement proposer aux familles de chaque opérateur. C'est sûr qu'un enfant atteint de trisomie 21, il y aura beaucoup moins de familles que pour une fente labiopalatine. La liste sort, c'est la nuit en France. En fait, c'est ça. Ouais. La mise en ligne, elle se fait à 8h du matin, heure de Pékin, donc à 2h du matin, heure française.
Théoriquement, il existerait la possibilité pour moi ou toi, rédacteur, de se connecter depuis chez soi au milieu de la nuit pour essayer d'être là au moment où les dossiers sont mis en ligne. Mais c'est une grosse responsabilité qui pèse sur un seul individu parce qu'il est obligé de prendre la décision immédiatement, parce que pour réserver un dossier d'enfant, il faut immédiatement soumettre le nom d'une famille. Donc du coup, il faut que tu fasses le choix, toi, tout seul devant ton écran d'ordinateur, à 2h du mat, au milieu de la nuit. On a un vrai gros désavantage par rapport aux opérateurs américains qui, pour le coup, sont en pleine journée de travail quand les dossiers des enfants sont publiés. Et donc, ils ont qu'à se connecter, attendre que les dossiers apparaissent et repérer rapidement ceux qui seraient susceptibles de correspondre à ce que leur famille recherche. À mon avis, le choix a été fait 8h du matin, puisque c'est l'heure du début de la journée de travail. Donc ils le mettent en ligne à 8h du matin, et puis c'est comme ça, sans forcément penser au décalage horaire. Ils n'ont peut-être pas pensé non plus au fait qu'il y a autant de gens qui seraient là à guetter à 8h du matin, hors de Pékin. Ils se disaient que peut-être que ça se ferait sur toute une journée et que les gens pourraient calmement venir. Alors, ils n'ont peut-être pas anticipé la foire d'empoigne. Les pays d'origine aussi, en fait, jouent de cette compétition. Les pays d'origine, effectivement, vont nous dire, mais vous savez, les familles italiennes, par exemple, par rapport aux familles françaises, et c'est vrai, sont beaucoup plus ouvertes aux enfants présentant des pathologies, par exemple. Lors de sa rencontre avec les responsables de l'adoption à Ouagadougou, la délégation de l'Agence française de l'adoption est priée courtoisement mais fermement d'expliquer les mesures prises depuis sa dernière visite pour répondre à l'exigence de formation des familles en passe d'adopter au Burkina. Je me rappelle, il y a 2 ans, quand vous étiez là, on avait soulevé le problème de la préparation des familles au niveau de l'AFA. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qui a été fait, puisque si vous prenez nos documents à fournir actuellement, nous avons un document là-bas, l'attestation de préparation à l'adoption, qui est un document obligatoire. Nous avons fait une journée de formation avec les familles qui avaient été retenues. Durant cette journée de formation, la matinée était consacrée à une explication de la procédure. L'après-midi, ils avaient eu une réunion sur le profil des enfants, mais surtout leur état de santé. Et à côté de cela, dorénavant, lorsque les familles se déplacent au Burkina Faso et qu'ils adoptent une petite fille, Hortense les emmène chez une coiffeuse pour leur apprendre à coiffer les cheveux. Oui, c'est une observation que nous avait faite lorsque vous étiez déplacés effectivement à l'agence. Et on nous avait dit, mais comment ça se fait, les familles, elles ne maîtrisent pas du tout les questions de coiffure. Et on voit revenir les familles avec des petites filles qui ont des cheveux. et donc, mais c'est une vraie réalité de terrain. Désormais, les mamans, elles doivent apprendre, elles doivent prendre des cours de coiffure pour apprendre à coiffer leurs petites filles. Voilà. Vous envoyez quand même quelques thèmes assez intéressants. Oui, que vous pourriez développer avec eux. Tout à fait. Voilà, passer à la différence culturelle. Voilà, il faut aussi évoquer cela. Bon, on pourra en tout cas vous envoyer un certain nombre de thèmes sur lesquels vous allez pouvoir échanger. Pour faire avancer ces dossiers au Burkina, l'AFA a compris qu'elle devait s'investir davantage dans la formation des futurs parents. Et la correspondante de l'AFA à Ouagadougou a fait le voyage à Paris pour présenter les spécificités culturelles de l'adoption dans son pays. Vous allez adopter un enfant qui vient d'une origine culturelle différente de la vôtre et il nous semble important d'aborder quelques éléments. Un point qui peut être important, ça concerne les manifestations d'affection. Les embrassades, les câlins ne font pas partie des pratiques du commun des Burkinabés. Donc, au moment de la rencontre avec l'enfant, il faut tenir compte de cela parce que les Burkinabés, nous sommes un peuple assez réservé. On n'exprime pas nos sentiments de la même manière que vous. Donc, les familles sont parfois tentées de serrer l'enfant, que je te serre dans les bras, que je te donne des câlins. L'enfant peut être gêné par cela parce qu'il n'est pas habitué. Ou même, il y a des parents qui versent des larmes de joie
Il peut se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle pleure et tout. Donc, je sais que c'est des moments qui sont pleins d'émotions, mais il faut tenir compte de cela pour ne pas heurter l'enfant. Et chez nous, vous pouvez prendre l'enfant dans les bras ou le porter au dos si vous pouvez, parce que c'est comme ça que nous, on exprime notre affection aux enfants. Et il y a également les soins du corps. Nous, on a la peau assez sèche. Une crème hydratante, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un élément gras, une crème qui contienne un élément gras pour que la peau soit belle, pour qu'elle soit élastique, qu'elle brille. Sinon, quand vous mettez simplement une crème hydratante, les Africains la peau devient grise. Elle devient grise, elle est sèche et c'est pas beau. Et chez nous, quand on voit, ça fait enfant négligé. Donc, surtout si un jour vous voulez revenir, vous voulez amener l'enfant pour visiter la FA ou si vous voulez revenir au Burkina, il ne faut surtout pas vous pointer avec un enfant qui a la peau grise. La France se situe au 4e rang mondial des pays d'accueil. Elle connaît une forte baisse de ses adoptions internationales. 1069 enfants ont été adoptés en 2014 contre 3500 en 2010. La mission pour l'adoption internationale tente de trouver de nouveaux territoires où les agences françaises pourraient s'implanter. Chaque trimestre se tient ainsi une réunion de stratégie au ministère des Affaires étrangères avec l'Agence française de l'adoption qui est sous sa tutelle. Arménie, donc après ma visite en Arménie à l'été dernier, la venue de l'autorité centrale arménienne à la rentrée, les Arméniens sont ouverts à la fin. Donc oui, ça veut dire que là on pourra envisager une mission exploratoire assez rapidement. Alors je pose la question parce qu'on a été un petit peu échaudé par le Kazakhstan. Et le profil des enfants, oui. Si on s'en tient au profil des enfants qui ont été adoptés au cours des dernières années, c'est plutôt jeune et en bonne santé. Moi, je suis même surpris qu'il n'y ait pas plus de candidats sur l'Arménie. Enfin, c'était la conclusion que après ma mission sur place, parce que la France a une très bonne image. Enfin, les établissements, moi je l'ai visité un seul, mais ils étaient quand même plutôt bien tenus. Je pense pas qu'il y ait de doute sur le consentement, l'état civil. Le point noir, c'était les coûts, effectivement. Enfin, tel que ça se passait jusqu'à présent, comme les familles, c'était individuel, passaient par des facilitatrices. Bon, finalement, on n'avait aucune visibilité sur les tarifs. Bien, c'est tout pour les... Peut-être une mission en Russie au second semestre. Ce sera important pour pouvoir continuer l'implantation de l'agence dans de nouvelles régions. Depuis l'entrée en vigueur du traité franco-russe fin décembre, les adoptions ont repris, mais vraiment au compte-gouttes. Donc nous avons proposé à l'autorité centrale russe de venir à Paris. Ça, c'est une idée que je leur avais suggéré quand j'étais allé à Moscou, c'était au mois de novembre. Parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes d'interprétation du traité, pratique, comment le mettre en œuvre, plus les modalités, les nouvelles règles de travail des opérateurs en Russie. Bien, je ne sais pas si on a fait le tour, s'il y a encore des... Non, juste pour info, je ne sais pas si vous avez vu, mais les chiffres de l'Italie sont sortis. Ils sont excellents, ils sont 2 fois supérieurs à ceux de la France. 2825 adoptions réalisées. Oui, mais ils sont encore en baisse quand même par rapport... 9% de baisse. Ils ont baissé de 30% en 2 ans. C'est ça qu'il faut voir. Non, mais c'est vrai qu'ils ont... ils sont quand même à un niveau qui est quand même largement au-dessus du nôtre. Ils acceptent aussi beaucoup plus les enfants, les EBS. Oui. Ouais. Mais l'âge moyen des enfants, je crois que c'est 7,9 et 8,3 entre la Pologne et le Brésil. Ouais. Âge moyen. Donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment ouverts à des adoptions d'enfants. Ils adoptent des fratries aussi. Ils adoptent 3-4. Oui. La lutte contre les Italiens ne passera que par l'ouverture des projets des familles françaises. Le Bénin se prépare à signer la Convention de La Haye. Invitée par le gouvernement français, une délégation béninoise est reçue avec d'infinies précautions à l'AFA, dans l'espoir que l'agence pourra s'implanter sous peu dans ce pays. Voilà. Vous voyez des familles là qui sont dans nos murs, qui sont des familles qui vont adopter au Burkina Faso. Et donc nous réalisons des préparations de famille, des formations de famille. Elles sont conduites à venir au sein de l'agence. Et là, nous leur donnons des informations sur la procédure, sur la Convention de La Haye, les autorités centrales, le profil des enfants, etc., de façon à ce qu'on ait des familles solides, de bonnes familles pour les enfants. Pour accueillir les enfants. Voilà. Eh bien, voilà. Je vous invite à rentrer. Merci. Nous sommes un opérateur récent, mais nous avons permis l'adoption de plus de 3000 enfants aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu des cas d'échec?
Et quand vous les avez eus, quelle a été votre stratégie? Alors, des cas d'échec à l'adoption, on en a eu finalement assez peu. J'ai le souvenir d'un cas au Burkina Faso, d'un petit garçon, effectivement, qui est arrivé en France avec c'était un couple qui l'adoptait, mais en fait, ce couple était en grande difficulté. Le papa avait des problèmes de santé au moment où l'enfant est arrivé. La mère ne s'est pas rendue compte combien la situation était difficile, et en fait, quand l'enfant est arrivé en France, ça fait un peu exploser la famille. Alors, bon, ça, on ne peut jamais exclure que ce genre de choses se passe, mais c'est vrai que la France a quand même je dirais, une organisation de la protection de l'enfance qui est quand même extrêmement bien faite, et par conséquent, on dispose de toutes toutes les structures qui sont là pour remédier à ce genre de situation. Je pense que nous recherchons aussi une expertise pour voir ensemble les procédures les plus adaptées, parce que des gens ont commencé avant nous. On voit là où il y a les succès, les points d'échec, et pour monter notre système. La plupart des pays d'accueil proposent aux pays d'origine une aide au développement de la protection de l'enfance. Campagne d'affichage, dons d'ordinateurs, formation d'assistantes maternelles ou construction d'orphelinats. La Convention de La Haye interdit de conditionner directement les adoptions à une aide de coopération. Mais difficile d'imaginer que les pays d'origine ne voient pas d'un meilleur œil les demandes des pays qui les aident davantage. La coopération est un atto molto importante per la formazione. La coopération est très importante pour la formation sur le placement familial, sur l'adoption nationale, sur les centres dédiés aux familles, sur la médiation familiale. Le seul endroit où nous avons aidé le pays d'origine à construire une structure est le Burkina Faso. C'est le ministre de la Famille qui nous a demandé de l'aide. Nous avons construit des structures d'accueil pour les jeunes mères, et d'autres structures ont vu le jour pour les très jeunes enfants. Ces enfants sont donnés à l'adoption à des familles françaises, suisses, italiennes. C'est l'autorité centrale du Burkina qui décide en fonction des besoins de ces enfants. L'important n'est pas que les projets soient forcément liés à l'adoption. L'important, c'est que les pays d'origine et les pays d'accueil soient proches. Que pays d'origine et pays d'accueil soient amis, pour leur faire comprendre que leurs enfants seront nos enfants et que nous sommes proches de ces pays, même à travers de petits projets. Au cœur de la compétition entre pays d'accueil, le moment de l'apparentement. C'est là que sont examinés les dossiers des candidats à l'adoption en provenance d'Italie, d'Allemagne, de France, du Danemark. Dans ce moment crucial, la rigueur de la procédure se double d'éléments plus subtils de confiance tissés par des échanges diplomatiques et des actions de coopération. L'enfant Abdoulaye, il est né en octobre 2007. Enfant incestueux, n'a aucun problème apparent de santé physique ou mentale. Donc, la première famille proposée est française. Un couple de 44 ans, marié depuis 14 ans, avec un enfant biologique, gagnant 6 000 € mensuels. Il souhaite un enfant en bonne santé. Monsieur a une grande sensibilité. C'est quelqu'un d'optimiste et de déterminé. Il est resté enfant unique. Madame est aussi enfant unique et issue d'un milieu modeste. Elle se décrit comme quelqu'un de réservé et d'assez anxieuse. Elle est chaleureuse et aime rire. Ils aideront leur enfant avec sa blessure d'abandon et les recherches qu'il viendra à entreprendre pour mieux comprendre son histoire. Le couple est conscient des difficultés spécifiques liées à l'adoption.
Deuxième famille d'Italie. La deuxième famille proposée est un couple italien, 36 ans, également 6 000 € mensuels, marié depuis 9 ans, sans enfant, qui souhaite une fille ou un garçon de 0 à 7 ans en bonne santé. Monsieur mentionne avec force son passage enrichissant à la Croix-Rouge pendant plus d'une dizaine d'années. Il paraît comme un homme ouvert, confiant, tendre et disponible. Au titre de sa passion, il aime la météorologie et la neige. Le jugement dit que depuis le placement, le 3 janvier 2008 et jusqu'au jour du jugement, jusqu'en juin 2014, personne ne s'est présenté au centre d'accueil de l'enfance en détresse sans qu'il y ait des nouvelles de l'enfant. Okay. Donc c'est certainement ce qui justifie le jugement déclaratif d'avant. Donc c'est bon. La première famille, si on tient compte de l'ancienneté et du mariage et tout, ils sont prioritaires. La deuxième famille n'a pas d'enfant. C'est que les autres ont un enfant et ils veulent un deuxième. Moi, je trouve comme c'est déjà un enfant qui a fait l'école, qui est presque 7 ans, il aura beaucoup plus de facilité à s'intégrer en France qu'en Italie. Parce qu'il va falloir qu'il apprenne la langue, et ça va lui donner du retard par rapport à sa scolarité. Ça, c'est juste. Bon, c'est vrai aussi que les autres ont dit qu'ils veulent un enfant de 0 à 7 ans. Mais il faut dire que réellement, c'est difficile de prendre un enfant à 7 ans brusquement comme ça et puis s'adapter à l'enfant là. C'est plus facile pour un enfant de 2 ans, 3 ans de cheminer avec ses nouveaux parents qu'un enfant de 7 ans. C'est mieux pour un grand enfant qui est déjà un autre enfant. Qu'il y ait déjà un autre. Mais aussi, on n'a pas vu dans la présentation de la préparation là. La FA fait toujours la préparation. Je suis sensible aux arguments qui ont été avancés par Mme Zongo. Sinon, effectivement, initialement, quand j'ai vu sans enfant et avec enfant, mais je pense que les arguments qu'elle a avancés sont très pertinents. C'est un grand enfant. Et au regard de ça, je suis favorable à l'ordre tel que proposé. Vice-présidente. Non, moi, c'était la proposition qu'on avait faite. Maintenant, ça dit. D'accord. En Lettonie, l'adoption internationale a fait débat dans l'opinion. Jouant sur un contexte de baisse démographique et d'utilisation nationaliste de l'adoption par le puissant voisin russe, elle a été dénoncée comme un pillage des forces vives du pays par le parti d'extrême droite. Pourtant, la Lettonie, fermement arrimée à l'Europe, applique la Convention de La Haye, demandant des rapports sur l'évolution des adoptés et ne confiant à l'adoption internationale que les enfants dont aucune famille ne veut dans le pays. Enfants porteurs de pathologies sévères ou enfants de plus de 9 ans ou fratries d'au moins 3 enfants. À ces conditions, l'autorité centrale lettonne permet un apparentement en à peine plus d'1 an. Si vous nous aviez demandé il y a 1 an où était la Lettonie, on aurait dû sortir une carte. C'était en Europe de l'Est, mais ça n'a jamais été dans notre champ d'intérêt. Une amie a accueilli des enfants avec l'association Nouveaux Horizons et m'a dit « Tu devrais regarder, tu peux accueillir des enfants à Noël ou pendant l'été. Je suis sûre que vous seriez une famille formidable. » Nous avons décidé d'accueillir Victoria et Nikita pendant 5 semaines l'été dernier et nous sommes tombés sous le charme. Nous savions qu'ils avaient un petit frère et nous avons décidé de les adopter tous les 3. C'est inquiétant de dire « Allez, prenons un enfant de 12 ans, un de 8 et un de 5 ans. » Mais le fait d'avoir pu les accueillir pendant ces 5 semaines nous a permis de voir que certes, les enfants ont des problèmes de comportement, mais nous avons une idée de ce qui nous attendait un peu à l'avance et nous avons conclu que nous pourrions l'assumer. Les États de départ, aujourd'hui, ont des comptes à rendre à leur opinion publique. Ça, c'est une chose et c'est très important. Donc, sur un plan politique, c'est difficile pour un État d'accepter que certains de ses enfants partent à l'adoption internationale. Il y a toujours à l'intérieur des gens pour reprocher ça.
au gouvernement. Et donc il y a la volonté, aussi dans des rapports plus équilibrés avec les pays d'accueil, de demander des gages, de demander des garanties sur l'avenir de l'enfant. Quand Poutine annonce la suspension des adoptions en direction des États-Unis, il rappelle, et d'autres membres de son administration à la suite, qu'un certain nombre d'enfants adoptés aux États-Unis ont été maltraités. Bien. Donc ça rentre en ligne de compte, en quelque sorte. Donc les pays de départ veulent poser un certain nombre de garde-fous et exigent des pays d'accueil d'être tenus au courant de l'évolution de l'enfant, de son insertion scolaire. Certains pays demandent des rapports jusqu'à un âge assez avancé, voire jusqu'à 18 ans. Comme en matière économique ou diplomatique, l'adoption internationale est rythmée par des sommets internationaux et des rencontres bilatérales. La mission pour l'adoption internationale a ainsi convié l'autorité centrale de Lettonie à Paris pour entretenir les relations entre les deux pays. Au cours de sa visite, la délégation a demandé à rencontrer des familles françaises ayant adopté des enfants lettons. Nous exigeons des rapports de suivi pendant 2 ans après l'adoption définitive. Nous attendons un rapport chaque année qui rapporte l'évolution de l'enfant dans différents domaines et atteste du développement de l'enfant par une description ponctuelle. Ce que nous attendons, c'est un rapport sur le développement continu de l'enfant dans le temps. Un bilan sur l'intégration de l'enfant au cours de l'année écoulée. Le travailleur social en charge d'établir ces rapports doit être en contact régulier avec la famille. Je suis en train de préparer les réponses aux relances sur les 3 pays qui nous ont envoyé des tableaux de relance de familles qui ne sont pas en règle avec les rapports de suivi post-adoption. Donc ça représente plusieurs centaines de rapports de suivi, presque 1000 quand on additionne le Kazakhstan, la Lettonie et la Russie. On arrive presque à 1000 rapports de suivi post-adoption. Alors je vais essayer de pointer tout cela de façon à vous proposer un projet de réponse aux autorités lettonnes qui nous menacent clairement et explicitement, puisque j'ai fait traduire leurs documents, alors qui terminent donc leur lettre avec la relance de plus d'une centaine de familles. Le ministère demande également à l'autorité compétente de se mettre en relation avec les familles par tous les moyens et de les inviter à envoyer les rapports de suivi post-adoption. Au cas où ceux-ci ne seraient pas remis, le ministère envisagerait sérieusement la possibilité de mettre un terme aux adoptions d'enfants lettons par des Français en raison du non-respect de leurs obligations de la part des ressortissants français. Il y a des engagements qui ont été pris par les familles pour l'envoi de ces rapports, y compris jusqu'à un certain âge de l'enfant. Il faut absolument les tenir. Et ce n'est pas nous qui posons les conditions. Donc s'ils ne veulent pas le faire, qu'ils s'attendent à des conséquences et qu'ils ne viennent pas se plaindre après. Alors, il y a aussi une question du coût, bien sûr, de la traduction qui est souvent soulevée dans les retours, parce que c'est apparemment autour de 700 € par rapport de suivi à traduire. Ils n'ont pas envoyé ces rapports, ils se sont engagés à les envoyer, donc ils n'ont rien dépensé. Ils savaient qu'ils devaient, le coût, c'est pas nouveau. Quand ils ont adopté l'enfant, quand ils ont signé, ils étaient bien contents d'avoir le gamin, ils étaient bien contents de s'engager à envoyer des rapports, y compris en assumant le coût de la traduction. Et ça, ils le savaient dès le départ, ils étaient informés, donc c'est pas un argument recevable. Et encore une fois, ce n'est pas négociable. Autre point épineux du jour, les listes d'attente interminables pour adopter dans certains pays. Le risque existe de voir des pratiques douteuses se développer dans les pays d'origine pour résoudre cette tension entre l'offre et la demande. Bien, alors, problème plus complexe, les listes d'attente. Bon, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Là, la position de l'AFA a aussi évolué dans le bon sens, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'AFA arrive à réduire ces listes d'attente qui concernent un certain nombre de pays qui ne correspondent plus du tout à la réalité. Je vois, c'est complètement absurde d'avoir 1476 personnes en attente, candidats en attente sur le Vietnam, quand l'AFA fait 10 adoptions par an. Ça veut dire un siècle d'attente. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils abandonnent pas, quoi. Ça veut dire qu'on leur explique pas
Parce qu'il y a un facteur psychologique, hein, du point de vue des familles, elles espèrent toujours... il y a toujours des familles qui ont une exception de quelqu'un qu'elles connaissent et qui ont eu un enfant jeune il n'y a pas longtemps. Et c'est ça qui fait tomber aussi, qui entretient les illusions. Moi, je pense qu'il faut déjà partir de la Convention de La Haye, qui dit que les pays d'accueil ne doivent pas exercer de pression sur les pays d'origine. Et par pression, on entend notamment la disproportion manifeste entre le nombre de dossiers envoyés et le nombre d'adoptions, et le potentiel d'adoption, ça c'est clair. Hein. Quand vous avez 1400, presque 1500 adoptions, enfin dossiers en attente au Vietnam, et à mettre en regard à 10 adoptions par an, ça peut être perçu comme une pression. C'est vrai que ça va nécessiter un travail de communication auprès des familles, qu'il y aura des réactions. Mais encore une fois, je dirais, ils auront beau protester, c'est pas la FA qui est à mesure d'imposer les adoptions aux pays d'origine. Ce sont les pays d'origine qui fixent les conditions. Et donc ça sert à rien de crier, de protester. Au contraire, ça peut être contre-productif. Je veux dire, quand un pays se voit confronté avec des listes d'attente complètement irréalistes, ça porte préjudice à l'image de la FA. Les États d'accueil et leurs agences cherchent de nouveaux territoires où s'implanter. Mais si l'on exclut des 193 États reconnus par l'ONU, les pays signataires de la Convention de La Haye, les pays de droit islamique car le Coran ne reconnaît pas l'adoption comme filiation, les pays qui interdisent l'adoption, à l'évidence, il n'y a plus guère de pays à découvrir. Le déclin du nombre d'adoptions internationales, tout comme le changement de profil des enfants adoptables, semble irréversible. Est-ce une mauvaise nouvelle alors qu'il y a toujours dans le monde des millions d'enfants sans famille? Ou est-ce une bonne nouvelle qui raconte la fin des trafics d'enfants et un meilleur niveau de vie dans les pays d'origine? Pour les milliers de parents potentiels en demande d'enfants en Occident, les dossiers qui aboutissent, fût-ce après des années d'attente, entretiennent l'espoir. Oui, Madame Lambrez. Je sais que vous avez essayé de nous contacter aujourd'hui, donc vous avez parlé à une de mes collègues au pôle information et conseil. Donc ce matin, j'avais pas de nouvelles récentes à vous communiquer, mais je viens de recevoir une très bonne nouvelle cet après-midi, donc qui m'a été remis en main propre et déposé sur mon bureau. Donc je sais pas... Voilà. Vous êtes entourée là ou... Il y a votre mari? Ah, ouais, je comprends que vous pleuriez. Donc, c'est un petit garçon. Donc, ouais, je savais que ça allait vous rendre heureux parce que je sais que vous avez adopté une fille en 2005, donc au Vietnam. Donc voilà, donc c'est un petit garçon. Et on a de la chance parce que là, d'habitude, on n'a que 3 photos, mais là, ils nous en ont mis plus. On a 3, 4, 5, on a 6 photos. Donc, c'est des photos... Pardon ? Ah bah oui, une photo par année d'attente, oui, vous avez raison, c'est à peu près ça. Donc oui, c'est vrai que vous attendiez depuis plus de 5 ans, donc ouais. C'est le 3e plus beau jour de votre vie, le premier c'était... Oui. Ah bah oui, bien sûr, ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que c'est un beau jour. Bon bah écoutez, je vous envoie tout ça et puis on se reparle très bientôt. D'accord, au revoir. Au revoir madame. Au revoir. Un monde idéal est un monde sans adoption internationale. Mais un monde idéal est aussi un monde sans orphelins. Il faudrait vraiment que les pays travaillent tous ensemble pour apporter des réponses nécessaires aux enfants. C'est ça le monde idéal. Chaque enfant doit rester dans son pays d'origine, mais chaque enfant doit avoir une famille. E quindi, non lo so, l'adozione internazionale, le adozioni internazionali... Au fil du temps, les adoptions internationales vont diminuer et seront plus compliquées à obtenir. Donc, il faudra accompagner les couples et les enfants. Per le coppie e per i bambini. Nous espérons que les enfants qui restent dans leur pays aient un avenir et reçoivent l'affection d'une famille. Nous le souhaitons au pays d'origine. C'est arrivé en Italie il y a 30 ans. Nous étions un pays d'origine et désormais, nous sommes un grand pays d'accueil. Cela peut aussi se produire dans d'autres pays. Au retour de Thaïlande, Samsai est présenté à la rédactrice Asie de l'AFA qui a accompagné la famille au long de 6 années d'attente. Bonjour, là, vous êtes... Bonjour Madame Lambrez. Bonjour Samsai.
Salut Samson, ça va? Ah bah dis donc, j'ai de la chance. Tu fais comme une carte? Fais comme une carte. Fais comme une carte. Et donc vous n'êtes pas trop fatigué parce que vous êtes arrivé hier du coup Oui, hier soir. Je suis ravie que tout soit bien passé parce que moi c'était la procédure qui me stressait le plus avec le coup d'état. J'étais là, oh là là, si on reste coincé en Thaïlande pour je sais pas quelle raison, ça me stressait un petit peu, donc je suis ravie que vous soyez rentrés et que tout soit bien passé. Je te fais un bisou. Je vous fais un bisou, merci d'être passé. Hein. Je vous en prie, c'est merci. C'est super, et merci, et comme je vous l'ai dit, à chaque fois je penserai à vous hein, quand je le porterai, ce petit collier. Salut Bouchou. Dis merci. Dis merci à madame. Ah bah non. Merci papa, merci maman. Bon, je vous fais un bisou madame Ambroise aussi. Merci beaucoup. Et on se parle au téléphone la semaine prochaine de toute façon, d'accord? Et puis passez